après 2 ans d'absence. Nous allons procéder à la remise des prix. Et avant de commencer, nous voulions remercier la maire du 8e, Madame Jeanne Daudeserre, le directeur du Cercle national des armées, le commissaire en chef de 2e case Patrick Lempereur, Elsa Zilberstein, marraine du salon, qui malheureusement est retenue à Cannes, Jean-Marie Roire de l'Académie française, qui est le parrain du salon, Maître Jean Veil, Maître Pierre-François Veil, notre mécène, la Fondation Daniel Yagodizère, sous l'égide de la Fondation de France, nos partenaires, la librairie Lamartine, les parfums The Harmonist, la maison Aurélia Belliti et Kousmiti. Je vous présente les membres du jury du prix Simone Veil avant de leur céder la parole. Marie Billedou, Ariane Bois, Emmanuel de Boisson, Cécilia Duterre, Irène Frein, Anne Fulda, Alix Giraud-Delin, Michel Kahn, Mathilde Hirsch, Kénizé Mourad, Florence Noiville, Luce Perrault, Dominique de Saint-Berne, Guillemette de Sérigné et Valérie Toragnan. Les finalistes du prix Simone Veil 2022 étaient Martine Allaire pour Jeanne Lanvin, Une griffe, un destin aux éditions Talendier. Patricia Bouchenaud-Deschamps pour J'ai l'énergie du lion dans un corps d'oiseau aux éditions Albin Michel. Karine Anne pour L'audace de la liberté aux éditions Du Rocher. Justine Lévy pour Son fils aux éditions Stock. Tamara Magaram pour L'Exode de Valia aux éditions Ramsay. Patricia Resnikov pour Alice au pays des femmes aux éditions Flammarion. Et enfin Iseult Williams pour On l'appelait Maïko aux éditions Grasset. Bonsoir à chacun de vous. Et je viens d'arriver, ce qui fait que je n'ai pas lu tous les livres qui sont là. Je le regrette. Les audiences sont très longues et au fond, plutôt que d'écouter les magistrats, on ferait mieux de lire ce que vous avez écrit. Moi, je ne dois finalement qu'indiquer, l'annoncer, le prix Simone Veil 2022 qui a été attribué à Eise Williams. On l'appelait Maïko et il est édité chez Grasset. On l'appelait Maïko, est une femme résistante qui a été dans les camps, dans la guerre, et qui, donc c'est son surnom, mais elle porte un nom très connu. Et après la guerre, elle a été, sauf erreur de ma part, sénateur, inscrite au Parti communiste, et elle a continué son œuvre politique. C'était quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Marie-Claude, Maïko pour les proches, née dans une famille qui a la religion du luxe. Lucien Vogel, son père, l'éditeur de la revue de mode Vogue et plus tard du célèbre magazine Vue, navigue entre le Champagne et les Havanes. Sa mère, rédactrice en chef de Vogue, est l'une des femmes les plus influentes de Paris. Toute petite, le mannequin Maïko tournoie en robe d'organdi sous les flashs des photographes. Devenue photographe à son tour, elle passe d'un soupirant à l'autre, jusqu'à sa rencontre avec Paul Vaillant-Couturier, marié, 20 ans de plus qu'elle, cofondateur du Parti communiste français. C'est le coup de foudre. Elle embrasse alors petit à petit le communisme aux côtés de l'homme qu'elle finira par épouser 10 jours avant qu'il ne meure. Puis, engagée dans la résistance, elle est déportée à Auschwitz-Birkenau en janvier 1943 et à Ravensbrück en août 1944. Ise Williams montre avec beaucoup de talent et de sensibilité comment Marie-Claude Vaillant-Couturier, même si elle a été capable d'une grande dureté, notamment à l'égard de la future Simone Veil, qui lui pardonnera, et si elle a parfois été coupable d'aveuglement, a œuvré au péril de sa vie pour la survie de ses camarades.
Après la guerre, seule femme à témoigner au procès de Nuremberg, élue à l'Assemblée nationale, elle a poursuivi son combat pour la justice entre les êtres humains. Nous remercions du fond du cœur Ise Williams pour ce livre lumineux. Merci. Je pense qu'il ne pouvait pas y avoir un prix qui aille mieux à Maïko et à sa vie, à son engagement tout au long de son existence. C'est d'autant plus émouvant que Marie-Claude Vaillant-Couturier, comme vous l'avez rappelé, et Simone Veil se connaissaient. Leurs chemins se sont croisés, je pense, dans le pire moment de l'histoire du XXe siècle, c'est-à-dire en août 1944, en Silésie, à Auschwitz-Birkenau. Vous parliez de la dureté de Marie-Claude. Je veux m'expliquer là-dessus parce que c'est quand même important de comprendre. Marie-Claude Vaillant-Couturier était là depuis 18 mois et elle avait organisé la résistance au sein de Auschwitz et elle essayait d'organiser en fait une fuite pour pouvoir dire ce qui se passait dans les camps. Et à ce moment-là, il y a une très jolie jeune fille qui est rentrée dans le bâtiment. Et là, elle a eu un moment un peu brusque. Elle a dit non, mais il faut sortir d'ici. On ne peut pas avoir de juifs à l'intérieur du bâtiment en ce moment parce qu'ils étaient en train d'organiser leur fuite du camp. Voilà, en fait, Marie-Claude et Simone se sont ensuite évidemment fréquentées plus tard dans leur vie politique et elles se sont expliquées sur cet épisode et Simone Veil a tout à fait compris les raisons et le pragmatisme de Marie-Claude à ce moment-là. Voilà, en tout cas, je suis certaine que c'est le plus beau prix que Marie-Claude aurait aimé avoir. D'associer ce soir le nom de ces deux femmes alors que nous sommes confrontés une nouvelle fois à la tragédie de l'histoire me semble particulièrement symbolique. Merci. Eh bien, je suis très très heureuse d'annoncer le prix de la femme de lettres, qui est la 3e catégorie de prix, que nous avons choisi de décerner à Justine Lévy pour son roman Son fils, paru chez Stock, un très joli livre qui est un journal imaginaire entre une mère dévorante d'amour pour son fils, qu'elle surnomme Nanaki, et qui est Antonin Arnaud. Donc on voyage entre son génie, sa folie, cet amour qui est étouffant, jaloux, obsessionnel. C'est écrit d'une plume fine, alerte, et ce qui est intéressant, c'est que ce livre, il mérite vraiment ce prix de la femme de lettres. D'abord parce que c'est pour couronner l'écriture de Justine Lévy qui est vraiment à part, qui est une femme de lettres en plus qui ne prend pas de pause, qui ne se la joue pas, qui n'aime pas les dîners en ville, mais qui est une vraie femme de lettres, avec ses failles, ses blessures, sa légèreté, sa mélancolie, sa drôlerie. Et vraiment, nous sommes très très heureux de la récompenser ce soir. Justine montera-t-elle sur scène? On l'espère. Merci. Merci beaucoup. Je suis très contente parce que, enfin, j'étais très surprise, mais quand Bénédicte Havel m'a dit il y a quelques jours déjà que j'allais recevoir le prix des femmes de lettres, j'étais très heureuse et j'étais très embarrassée parce que je suis tout sauf une femme de lettres. J'écris jamais de chroniques dans les journaux, je ne suis pas jury d'un prix littéraire, j'ai pas de... Ah, oh, pardon. Bon, alors voilà, donc j'explique que je ne suis pas une femme de lettres et que ça me fait d'autant plus plaisir de recevoir ce prix parce que j'ai l'impression d'être un écrivain. Tous les 5 ans, j'écris un livre avec mes tripes et avec toute mon âme, mais entre-temps, j'ai un petit bureau dans une maison d'édition depuis 25 ans et je lis les manuscrits qui arrivent par la poste et je les lis consciencieusement et je les refuse consciencieusement et c'est vraiment le poste qui me permet le moins de rencontrer des écrivains
qui soit. Et puis, voilà, j'ai jamais voulu participer à la vie littéraire, quelle qu'elle soit. Et donc, voilà, c'est assez... Enfin, je me dis que du coup, si on m'a remis ce prix aujourd'hui, c'est que vous avez dû vraiment rudement aimer mon livre, alors je suis très contente. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce cercle national des armées. On m'entend? Parfait. Chère Michel Rossi et chère Alexandra, les organisatrices de ce salon, sans elles, on n'aurait jamais eu. C'est la 12e édition du Salon des femmes de lettres. Mesdames les écrivaines, auteurs, mesdames et messieurs, messieurs les écrivains, les journalistes auteurs, les journalistes, mesdames et messieurs les photographes, il m'est particulièrement agréable d'être avec vous ce soir, dans ce lieu longtemps réservé aux hommes, il faut le reconnaître, pour célébrer les femmes de lettres. Et malheureusement, elles ont besoin de cette visibilité. Les femmes sont souvent au centre des livres, mais trop souvent à la marge de la littérature. Songez que seuls 16 des 118 prix Nobel de littérature ont été attribués à des écrivaines. Les programmes de littérature au collège ou au lycée n'accordent qu'une part résiduelle aux femmes de lettres. Il me revient l'honneur de remettre l'un des 3 prix décernés ce soir à Patricia Bouchenaud-Deschamps pour son livre « J'ai l'énergie d'une lionne dans le corps d'un oiseau » chez Albin Michel. Cet ouvrage consacré à Rosa Bonheur n'est pas une biographie, félicitations, mais bien un roman. C'est d'ailleurs un exercice hautement périlleux, car il faut respecter la mémoire du sujet, tout en permettant au lecteur d'être emporté dans une aventure. Aujourd'hui, Rosa Bonheur est plus connue à Paris par les guinguettes qui portent son nom que par son œuvre. Cela dit d'ailleurs beaucoup sur le manque de visibilité des femmes artistes. 200 ans après sa naissance, ces combats d'hier sont très actuels. Je pense bien entendu à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, mais aussi sur le nécessaire respect dû aux animaux qu'elle n'a cessé de magnifier dans ses peintures. J'adresse toutes mes félicitations aux lauréates de ce soir. Elles sont des exemples indispensables pour donner confiance aux jeunes écrivaines et à celles de demain. Permettez-moi de remercier les membres du jury qui se sont réunis il y a quelques jours, qui ont déjeuné, qui ont passé pratiquement toute l'après-midi à travailler donc, dans un des bureaux, un petit bureau de la mairie du 8e arrondissement. Merci infiniment. Je vous demande de bien applaudir donc, notre écrivaine. Merci. Merci à Madame la maire du 8e arrondissement, Jeanne Dauxert. Je crois que Madame la maire a tout dit. Ce que je peux dire seulement, c'est que je crois que c'était l'année ou jamais de consacrer un hommage au peintre Rosa Bonheur. Pour l'instant, il y a le musée des Beaux-Arts de Bordeaux qui fait une très belle rétrospective de son œuvre, et laquelle rétrospective va nous arriver en septembre au musée d'Orsay. Mais disons que Rosa Bonheur avait déjà un extraordinaire succès de son vivant. Et ce qui était loin d'être une évidence, c'est d'abord en plein 19e siècle, pour cette femme qui, en gros, a démarré, qui était dans une famille artiste, mais assez désargentée, qui a perdu sa mère très tôt et qui donc a dû s'occuper aussi de ses frères et sœurs. Donc tout ça ne prédisposait pas forcément à une carrière éclatante, ce qu'elle a connu de son vivant, ce qui était relativement rare dans ce 19e siècle où la célébrité se conjuguait plutôt au masculin. Et elle a toujours revendiqué une grande liberté
Et c'est ça qui me frappe le plus en elle et que rend admirablement ce livre qui, avec beaucoup d'empathie et avec beaucoup de finesse, analyse le succès de cette femme qui revendiquait, par exemple, de pouvoir s'habiller à sa guise, de pouvoir s'habiller en homme, et j'ai réalisé qu'il fallait demander une autorisation semestrielle pour porter comme ça un costume masculin, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, je pense que vraiment c'était un prix qui, un livre qui vraiment méritait ce prix de la mairie du 8e que Madame la maire vient de lui remettre. Merci. Madame la maire, chers Michel et Alexandra, mesdames les membres du jury qui avaient eu la lourde tâche de nous lire, nous sommes quand même très nombreux à écrire des livres avec toute notre énergie. Eh bien, ce prix me touche particulièrement à un double titre. D'abord parce que je ne sais pas si en pensant, en donnant ce prix, il y a deux choses qui m'ont frappée. Il s'intègre dans le cadre du prix Simone Veil. J'ai eu la chance personnelle de rencontrer dans une vie antérieure Simone Veil, donc c'est une immense chance. Donc j'ai une pensée particulière pour elle. Et puis Rosa Bonheur a arpenté aussi le 8e. C'est une personne, une femme, une jeune fille qui n'est pas née avec que les bonnes cartes dans les mains, et elle a su faire du malheur peut-être un défi et donner à son nom, le bonheur, un relief absolument inattendu. Être femme au 19e siècle n'était pas quelque chose de simple. Être une artiste, vouloir devenir une artiste, l'était encore moins. Se jurer sur la tombe de sa mère à l'âge de 11 ans que l'on deviendra vestale de l'art et que l'on ne se mariera pas, que l'on se consacrera aux arts, donc à la peinture et à la sculpture, et que l'on deviendra riche, c'est juste quelque chose d'absolument impossible à l'époque. Et 20 ans après, elle a réussi. Et pour ma part, me plonger dans les archives, j'ai eu la chance de consulter des archives nouvelles, de découvrir en plus que, eh bien c'est vrai, c'est assez réjouissant, c'est un personnage qui s'est fixé une ligne, mais qui était aussi une femme. Et une femme, eh bien elle a aussi le droit en dehors d'une ligne tracée, eh bien de saisir des occasions, de dévier, de tomber amoureuse, d'être libre, d'être vraiment libre, d'en prendre les moyens. Et c'est un très beau destin de femme. C'est en plus une artiste, comme vous l'avez souligné. Et j'espère surtout que cette année permettra de découvrir la peintre et la sculpteur, et pas simplement de disserter sur le sexe d'une femme, comme on disserte sur le sexe des anges pour savoir si Dieu existe. Merci infiniment. Nous vous remercions tous d'être venus si nombreux, nous vous remercions les auteurs, nous remercions à nouveau le directeur du Cercle national des armées, Patrick Lempereur, nous remercions nos partenaires, Jeanne Dotzer, notre maire du 8e, et nous vous donnons rendez-vous le 8 juin au Fouquet's pour la librairie éphémère du Fouquet's avec le prix de l'art de vivre parisien, de 19h à 21h dans les salons Roger Limier et Rému du Fouquet's. Et ici même, pour le Salon de l'Histoire, le 5 décembre de cette année, et bien entendu, l'année prochaine, au mois de mai, pour le Salon des femmes de lettres et la remise du prix Simone Veil 2023. Merci à tous.